Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour une nouvelle petite lecture. Comme d'hab, j'ai 4 livres à vous présenter et je le dis maintenant, les deux premiers, j'en ai parlé en vlog, donc ça devait être le dernier vlog du mois de janvier. Oui, ça date, hein, parce que c'est des lectures de fin janvier, tout début février. Bref, si jamais ça vous intéresse, je vous remettrai le vlog en barre d'infos. Je parle de mes lectures à chaud et je parle surtout d'un début de lecture très cool. Ici, je vais être un peu plus cash et beaucoup plus critique sur le livre, ce qui n'a pas été le cas dans le vlog. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, il sera en barre d'infos. Bref, on y va. Et donc, ce fameux livre, c'est le tome 1 des Vampires de Chicago. Donc, certaines mettent les dents, c'est ça, de Chloé Neal. Il était dans mon top 5 des sagas à commencer. Et en vrai, je l'avais commencé avant que la vidéo sorte, parce que du coup, j'avais filmé la vidéo avant, elle était déjà montée, prête et tout, donc voilà, j'ai pas modifié la vidéo, mais je l'avais commencé avant que la vidéo sorte, et ça a été un échec. Je suis dégoûtée parce qu'en fait, plus je vais loin dans un livre avant de l'abandonner, plus j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps, et là, j'ai quand même lu 259 pages, c'est ça, et ça me gave, vraiment ça me gave. Pourtant, ça partait bien, donc on est dans de la bitlit, on y suit Mérite, on est dans notre univers à nous. Bah, j'allais dire, je sais pas dans quelle ville on est. Bah si, on est à Chicago, réfléchis 3 secondes. Et donc en fait, dans l'univers dans lequel on est donc dans notre univers à nous, à Chicago, voilà, un truc très contemporain, très réaliste. Sauf que il y a quelques mois, je crois que c'est ça, les vampires ont annoncé publiquement qu'ils existaient. En gros, ce qui fait qu'on n'est pas vraiment dans du fantastique, parce que dans le principe même du fantastique, c'est que les humains ne savent pas qu'il y a des créatures surnaturelles, alors qu'ici ils le savent du coup. Et l'histoire, enfin, ce que j'ai adoré dès le début, c'est que ça démarre direct, sauf que la seule vraie action de ces 250 pages est dans les 10 premières pages, et après, après il se passe plus grand chose. C'est principalement mon reproche que j'ai à faire au livre. Donc bref, on y rencontre Mérite, qui est une personne tout à fait normale, qui fait des études et tout, qui est en plus issue d'une famille assez influente de Chicago. Mais voilà, c'est important de le savoir, enfin c'est important dans l'histoire, mais c'est pas non plus dingue. Et donc au tout début du livre, elle se fait agresser, alors a priori par un vampire, mais on n'en sait pas beaucoup plus, même au bout de 250 pages, hein, pour tout vous dire. Et donc voilà, elle se fait attaquer, et il y a un autre vampire qui débarque et qui va la sauver, sauf qu'elle est tellement mal en point que le seul moyen de la sauver, c'est de la transformer en vampire, même si elle n'a pas donné son accord pour ça. Donc en gros, elle se retrouve vampire alors qu'elle n'a rien demandé à personne et qu'elle doit faire avec. Et on va la suivre là-dedans, sauf que c'est mais alors très lent. Il se passe vraiment peu de choses. Et le peu de choses qui se passent, on va te les rabâcher 10, 15, 20, 30 fois, sans déconner. Au bout d'un moment, j'ai envie de dire, mais c'est bon, je suis pas débile en fait. Ça fait 4 fois que tu me dis la même chose en 10 pages. J'ai compris en fait, vraiment. Donc j'ai continué parce qu'au début, c'est vraiment cool. Et puis, en fait, quand on a une action dès le début du livre, je me dis, ok d'accord, les bails sont posés, ça va bouger en fait, et pas du tout. C'est-à-dire que voilà, j'ai attendu qu'il se passe quelque chose d'intéressant, et il ne se passe rien, hormis l'événement du début. Alors ça va évidemment avoir quelques bouleversements dans la vie de Mérite, puisque du coup elle va devoir vivre la nuit, littéralement. Mais je sais pas, j'ai trouvé ça vraiment mou, vraiment lent, et je me suis ennuyée. Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre d'attendre que ça bouge. Je l'ai dit dans le vlog, j'ai eu la même sensation qu'avec Shade of Magic de V.E. Schwab. Donc de mémoire, j'avais lu quand même pareil 200 pages de Shade of Magic. On voit bien que l'univers a l'air cool, on voit bien que ça a l'air intéressant, on voit bien que l'autrice a imaginé quelque chose, a construit quelque chose derrière, sauf qu'elle nous dit rien, qu'elle nous donne aucun élément, qu'elle ne nous explique rien et qu'il ne se passe rien. Je l'ai dit dans le vlog encore une fois, mais j'ai l'impression que donc Chloé Neal et V.E. Schwab pour Shade of Magic ont peur de nous donner les éléments, de nous expliquer leur univers, de faire bouger leurs personnages, de faire bouger les choses. On dirait qu'elles ont peur et qu'elles osent pas, sauf qu'au bout d'un moment, moi j'ai beau être patiente, enfin je suis pas très patiente comme une déjà de base, mais alors là, franchement au bout de 250 pages, je me suis dit, j'en ai marre de lire, j'en ai marre d'attendre, il ne se passe rien, je m'ennuie, donc j'ai arrêté. Ça m'agace d'aller aussi loin dans un livre, en général, c'est visible dans les objets de lecture, hein. En général je me rends compte au bout de 30, 40, 50, avant la 100e page, que ça ne le fera pas, et j'arrête de lire. Et là, ça allait bien, donc j'ai continué et tout. Et c'est au bout d'un moment, comme avec Shade of Magic, que je me rends compte que je lis du vide, en fait, littéralement. Tout ce qu'il y a décrit et tout ce qu'on me raconte, c'est pas très intéressant.
Enfin, moi, j'ai pas trouvé ça très intéressant. C'est pas ouf, il se passe pas des masses de trucs. Et voilà, c'est remplir des pages avec du vide. Je suis désolée, c'est une des critiques les plus horribles à faire à un livre, mais cette capacité qu'ont certaines autrices et certains auteurs à remplir des pages avec des éléments qui ne font pas avancer l'histoire, c'est juste relou en tant que lectrice. En fait, enfin, moi, ça me gave, vraiment. Je suis désolée, mais ça me saoule, vraiment. Alors, peut-être que c'est voulu, peut-être que le tome 1 est volontairement extrêmement introductif, mais pour moi, c'est pas suffisant. Au niveau de l'action et au niveau des éléments, ce n'est pas suffisant. Je me suis globalement ennuyée, donc j'ai fini par dire stop. Hein, voilà, je n'en pouvais plus. Je sais pas si, en fait, je sais même pas ce qu'elle a écrit d'autre, cette autrice. Peut-être que je dirais autre chose de Chloé Neal, mais pas avant un bout de temps. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai jamais rien lu d'autre de Vicky Schwab. Hein. J'ai lu le Shade of Magic pour le Plib 2017 ou 2018. Le tout premier quoi, et j'ai rien lu d'autre depuis parce que ça m'avait vraiment tellement agacée que j'ai rien lu d'autre de Vicky Schwab. Donc voilà, peut-être que ça fera pareil avec Chloé Neal, c'est pas très grave mais c'est dommage. Sinon j'avais quand même une musique, donc j'ai écouté Harley in Hawaii de Katy Perry. Dans le même vlog, je vous avais parlé de Irrésistible Attraction, donc le tome 2 de Simone Elkeles. J'ai pas de musique pour cette saga parce que j'ai pas retrouvé celle que j'avais écoutée pour le tome 1 et que du coup je me suis dit c'est pas grave, je le lis sans musique, je m'en remettrai. Ça n'a pas été une lecture marquante, ni très positivement, ni très négativement. J'ai eu beaucoup de mal avec le personnage de Carlos. Donc ici on y suit Carlos, donc, qui est un... Merde, c'est quoi le pays de base? Enfin, il est latino, je sais plus quel pays c'est. Mais voilà, il est d'un pays d'Amérique latine, en gros. Et donc il vit là-bas au tout début du livre. Enfin, on le voit pas là-bas, mais il arrive de là-bas, je crois. Parce que sa mère l'envoie rejoindre son grand frère qu'on a suivi dans le premier tome. Parce qu'en gros, elle veut qu'il fasse des études, elle veut qu'il se reprenne en main, elle veut qu'il arrête ses conneries d'ado. Enfin voilà. Et donc son frère essaie de le prendre en main, sauf que Carlos est l'ado typique qui ne se rend même pas compte de ce qu'il dit. Enfin, qu'il se contredit lui-même en fait. C'est-à-dire qu'il t'explique que tout le monde a rien à foutre de sa gueule, personne l'écoute, personne ne le comprend, personne n'est là pour lui. Voilà, en gros, il t'explique qu'il est tout seul dans le plus malheureux des mondes. Et puis ensuite, il t'explique que tout le monde décide pour lui, personne ne lui demande son avis parce que tout le monde sait tout mieux que lui. Et puis tout le monde veut l'aider. Et puis, alors Carlos, c'est soit on te laisse tout seul livré à toi-même et personne n'en a rien à foutre de ta gueule. Soit on décide pour toi et on te dit ce qui est bien pour toi, mais pas les deux en même temps, c'est pas possible, c'est l'un ou l'autre, mais pas les deux en même temps. Donc voilà, il passe beaucoup de temps à se plaindre et à t'expliquer que sa vie c'est de la merde, comme tout ado à cet âge-là, vous me direz. Et il va rencontrer Chiara. Alors Chiara est beaucoup plus effacée que lui en fait, c'est une narration alternée, mais les chapitres sur Carlos font, je sais pas, je dirais 6-8 pages, alors qu'en moyenne les chapitres avec Chiara font 3-4 pages, vraiment, ce qui fait qu'on est beaucoup plus avec Carlos qu'avec Chiara, malgré la narration alternée, et Chiara est effacée par rapport à lui, elle essaye de l'aider, elle n'a pas vraiment envie au début, c'est-à-dire qu'au début on lui dit, ben voilà, il y a un nouvel élève qui débarque, tu vas l'aider et tout, alors elle est là, ouais ok, ça va. En gros elle le fait parce que ça fera bien sur son CV, ça fera une bonne action et ça sera cool, mais elle n'a pas vraiment envie de le faire, inévitablement on le sait, c'est une romance, donc bon voilà, hein, pas besoin d'un dessin. Mais ce qui m'a fait tenir au début, parce qu'au bout de 50 pages, j'avais capté que Carlos, j'aurais un peu de mal à le supporter. Ce qui m'a fait tenir, c'est que, étant donné qu'on sait que c'est une romance, je savais qu'à partir du moment où il aurait capté qu'il était en train de tomber amoureux de Chiara, ce petit Carlos, il arrêterait de se plaindre, parce que sa principale plainte, c'est ça, ce qu'il répète en boucle, c'est « je veux pas rester là, je veux rentrer là-bas », je sais plus dans quelle ville c'est, mais il arrête pas de répéter « je veux retourner là où on était dans le tome 1 en fait ». Bah, j'en ai rien à foutre d'être ici, je veux retourner là-bas, blablabla, ce qu'il répète en boucle. Du coup, une fois qu'il aura capté qu'il est en train de tomber amoureux d'une fille qui vit ici, il ne voudra plus partir, logique. Mais ça arrive très tardivement dans le roman, et j'ai trouvé ce tome 2 moins bien que le tome 1. Alors j'arrive pas à savoir si c'est parce que j'ai mûri entre ma lecture du tome 1 et celle du tome 2, mais je trouve le personnage du tome 1 beaucoup plus mûr que celui du tome 2. Le personnage du tome 1, donc c'est le grand frère, et comme ils ont perdu leur père très jeune, il a très vite pris le rôle du père, ce qui fait qu'il a mûri très vite, et que donc il a pas ce côté ado relou un peu chiant qu'a Carlos. Donc voilà, je l'ai dit, c'est pas une lecture qui m'a marqué très positivement, très négativement, je le savais avant de le finir, mais la fin est loin de rattraper tout l'agacement que j'ai eu pour Carlos pendant les 3 quarts du tome. Après j'ai été au bout, ça reste une bonne lecture, voilà, j'ai passé un plutôt bon moment. Maintenant j'ai préféré le tome 1, très clairement.
On va passer à une saga très très aimée. J'avais déjà pas du tout apprécié le tome 1, mais je me suis quand même infligé le fait de lire le tome 2. Parce qu'on m'a dit, tu verras, c'est des personnages différents, machin, blabla. Bref, donc c'est The Element, le tome 2 de Fire de Brittany Setcheri. Donc j'avais lu le tome 1, donc qui est The Air E Breath Braces, je sais jamais, bref. J'ai lu le tome 1 en entier, donc celui-ci je l'ai abandonné, j'ai retiré le marque-page, donc je ne sais plus, mais j'ai dû lire, je sais pas, 50, 60 pages, j'ai pas été très loin, je vous expliquerai pourquoi. Donc voilà, j'ai lu le tome 1 en entier, et en fait j'ai pas réussi à savoir ce qui me dérangeait vraiment dans le tome 1. Dans le note lecture, j'ai dit que c'était la fin qui me dérangeait, que je trouvais pas réaliste, pas cohérente et pas très claire en fait. Mais en commençant ce tome 2, j'ai vraiment compris ce qui me dérangeait dans le tome 1 et ce qui me dérange dans ce tome 2, c'est... Alors c'est pas la plume, c'est pas l'écriture, c'est la construction. C'est-à-dire qu'en lisant ce livre, je vois la construction, je sais pas comment expliquer. C'est comme si quand vous regardez une personne en face à face, au lieu de la voir telle qu'elle est, vous ne voyez que son squelette. C'est très dérangeant et très malaisant. Et bien c'est ça, je vois le squelette du livre, je vois comment il est construit, comment il est structuré, où on va aller, quelles sont les choses que l'autrice met en place dès le début pour arriver là où elle veut. Et ça me dérange de voir ça, vraiment, ça me, je sais pas, du coup je suis beaucoup plus concentrée sur ça, la construction du livre en lui-même, que sur l'histoire et les personnages, et j'arrive pas à me détacher de ça pour ne voir que l'histoire et les personnages, ce qui fait qu'au bout d'un moment ça m'a gonflé et j'ai arrêté de le lire. Hein. Voilà, c'est probablement une très belle histoire avec des personnages sympathiques, mais voilà, je vois la construction globale du livre et même de la saga et ça me dérange. Je sais pas comment l'expliquer, c'est la première fois que ça me fait ça, mais ça me dérange, voilà, ça m'agace. Alors on m'avait dit, parce que quand j'ai parlé du tome 1, j'étais en mode, je sais pas trop kiffé, je sais pas si je vais lire la suite. On m'avait dit, mais tu verras, c'est des personnages différents, des histoires différentes, le tome 2 est cool, blablabla, blablabla. Sauf que ce qui m'a dérangé dans le tome 1, c'est pas l'histoire en elle-même, c'est pas les personnages, c'est la construction. Et du coup, c'est exactement le même procédé ici. Donc ça me dérange aussi, même si effectivement c'est d'autres personnages, d'autres histoires et d'autres trucs et tout. Je vous résume même pas enfin je peux même pas vous faire de résumé de ce tome 2 parce que j'ai tellement été perturbée par cette construction et cette structure que je vois que j'ai très peu de souvenirs de l'histoire en elle-même. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une romance et que donc on a un garçon et une fille. Je crois qu'ils sont amis au début et puis voilà, ils vont finir par se rendre compte que blablabla. Alors, je suis très condescendante quand je dis ça, j'en ai conscience. Hein. C'est une histoire que j'ai déjà lue plusieurs fois, que j'ai adorée dans certains livres, que j'ai moins aimé dans d'autres. Mais que j'arrive pas à apprécier ici parce que j'arrive pas à m'attacher aux personnages. Je les vois un peu comme des robots et ça me dérange. Vraiment, il y a un truc qui coince avec moi dans l'écriture, dans la construction, voilà. Pas dans la plume en tant que telle, ça se lit très bien et très facilement, mais je sais pas, il y a un truc qui me dérange. Dans ma grande positivité, on va dire, j'avais acheté le tome 3 en même temps, autant vous dire que je ne lirai pas le tome 3, c'est sûr. Donc voilà, échec total pour moi, c'est une saga très appréciée, très aimée, mais ça coince avec moi, ça ne passe pas. C'est pas mauvais du tout, mais avec moi, ça ne passe pas. J'avais quand même une musique, oui, Soul Survivor de Rita Ora. Ensuite, j'ai lu Les Dragons de l'Éternité, donc le tome 1, Bane de Alexandra Ivy. Je l'ai pris totalement sur un coup de tête, genre j'ai dû commencer le 30 ou même le 31 janvier, parce que comme on n'était pas officiellement en février, je ne voulais pas commencer même pas le février. Et donc du coup j'ai lu celui-ci avant de m'y attaquer. Bref, c'est écrit ici, je pense pas que vous puissiez le lire, mais c'est l'autrice des Gardiens de l'Éternité. Donc les Gardiens de l'Éternité, c'est une saga de 12 ou 13 tomes, je crois, je sais plus. Mais donc il y a un petit lien entre les deux sagas. Maintenant, c'est pas du tout gênant de lire celle-ci sans avoir lu l'autre, ni même sans vouloir lire l'autre, en sachant que celle-ci, je crois qu'il n'y a que 3 tomes. Donc, voilà. Maintenant, avant de vous résumer le livre, très clairement et très rapidement pour moi, c'était moins bien que les Gardiens de l'Éternité. Bref, donc on va y rencontrer une jeune Cid, c'est ça qui s'appelle Tella, que j'ai appelée Talia tout le livre, parce qu'à chaque fois que je voyais son prénom, je lisais Talia et pas Tella, parce que c'est T-A-Y-L-A, donc j'inversais le L et le Y. Je me suis rendu compte de ça à la fin du livre. Bref, c'est pas très important. Et donc c'est une jeune Cid, et alors au début on comprend pas trop le délire, elle est en train de fuir, parce qu'a priori il y a un dragon. Donc les dragons c'est des créatures créées par l'autrice qui sont des hommes qui peuvent... Enfin en gros c'est des métamorphes dragons, quoi, comme les loups-garous qui se transforment en dragons. C'est plutôt cool.
Et donc voilà, elle s'est échappée d'un repère du dragon et du coup elle fuit depuis parce que le dragon, a priori méchant, la cherche et voilà, il veut la retrouver, donc elle se cache depuis tout ce temps, elle ne sait pas pourquoi. Et au fil du temps, elle va comprendre pourquoi elle avait été capturée par le dragon et pourquoi elle a réussi à fuir et tout, enfin bref. J'ai globalement bien aimé. En plus, ce que je trouvais très très cool, c'est que dans chaque tome des Gardiens de l'Éternité, on a un petit personnage qui va aider le personnage féminin de chacun des tomes. Donc il est récurrent partout, et il est juste génial, j'adore ce personnage. Ce que je trouve très très cool, c'est que dans chaque tome, et c'est le cas ici, tous les personnages féminins adorent ce petit personnage-là, elle le trouve trop cute, trop mignon, elle l'adore, et évidemment, inévitablement, tous les personnages masculins de la saga ne supportent pas ce petit machin bidule là qui les agace au plus profond d'eux, et donc voilà, je trouve ça très très cool. Bref, j'ai eu un peu de mal parce que on a une relation de propriété entre le personnage féminin et le personnage masculin, c'est-à-dire que Bane se croit propriétaire de Tella, donc ça me dérange, fondamentalement ça me dérange. Maintenant, on est dans un univers, c'est-à-dire qu'on n'est pas, c'est pas du contemporain, c'est pas un homme, genre mon voisin qui croit que je lui appartiens parce que je suis une femme. On est dans un univers avec toute une hiérarchie de démons et genre les dragons sont le must de la hiérarchie. Donc en gros ils font flipper tout le monde. Donc si le dragon il te dit tu restes là sinon je te tue, bah tu restes là, tu vois, homme ou femme tu restes là. Moi ça m'a un peu dérangé parce qu'on a du coup une relation d'inégalité entre les deux personnages principaux. Maintenant on a, comme dans chacun des tomes des Gardiens de l'Éternité et comme dans chacun des livres de Alexandra Ivy, je pense, un personnage féminin fort qui ne se laisse pas faire. Sauf que là, comment dire, ce qu'elle doit faire et sa morale à elle va entrer en contradiction avec sa morale à elle. C'est très bizarre dit comme ça, mais je vous assure que c'est vrai. C'est comme si moi, encore une fois, aujourd'hui, qui suis féministe et qui trouve absolument insupportable qu'un homme revendique ma propriété parce que je suis une femme, je me retrouvais donc avec cette idée de base là que je ne supporte pas, avec la nécessité de devenir la propriété d'un homme pour sauver la vie des gens que j'aime ou sauver ma vie. Vous voyez que ça entrerait en contradiction parce que d'un côté je voudrais sauver les gens que j'aime parce que je suis une fille bien quand même, mais de l'autre j'aurais pas envie d'être la propriété d'un homme. C'est exactement le débat qu'elle a en elle-même. Et voilà, donc c'est vraiment traité, j'ai trouvé ça très cool. Après c'est peut-être un peu trop léger par rapport au Gardien de l'Éternité. Voilà, je l'ai dit, j'ai globalement moins aimé, mais ça reste une bonne lecture, ça se lit très bien. Je pense que je lirai la suite, d'autant qu'il n'y a que 3 tomes, donc voilà. Mais du coup, je vous conseillerais peut-être de commencer par les Dragons de l'Éternité parce que c'est à mon sens moins bien. Du coup, il vaut mieux commencer par les moins bien. Ça se lit quand même très bien et c'est quand même très cool. Mais après, les Gardiens de l'Éternité, on redescend d'un niveau et c'est dommage. Bref, voilà, globalement je vous conseille quand même tous les livres d'Alexandra Ivy. Elle a des bonnes réflexions et des bonnes idées que j'aime beaucoup et qui me font beaucoup réfléchir et je trouve ça très cool. Donc bref, ça reste de bonne lecture en fait. Et j'ai écouté Remember You Young de Thomas Wright en lisant ce livre. Et voilà, mon nouvelle lecture est terminée. Normalement j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur chacun de ces livres-là. Si vous les avez lus ou pas lus, ou vous avez envie de les lire, ou vous avez envie de dire quoi que ce soit en commentaire, n'hésitez pas. Et je ne le dis jamais, parce que je n'y pense jamais en vrai, mais vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si jamais ça vous intéresse de m'entendre critiquer ou pas des livres. Hein. Bref, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.